Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et aujourd'hui, dans son job, eh bien, on parle de l'orientation professionnelle et notamment des jeunes. On en parle avec Alexis Akiniemi. Il est le cofondateur de Ad-Hoc Lab, auteur d'un livre S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement. On va parler justement de ces nouvelles méthodes de recrutement. Il est notre invité. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on découvrira dans quelques instants eh bien, le fondateur d'une entreprise qui, vous allez voir, recrute beaucoup de jeunes. Il sera avec nous dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, quand le droit du travail se met au vert, nouvelles règles liées aux transformations technologiques mais aussi écologiques. Comment les entreprises vont s'adapter, comment le dialogue social peut se nouer autour de ces nouveaux enjeux écologiques. On en parlera avec des experts, des avocats notamment, spécialistes de ce dossier. Et puis fenêtre sur l'emploi, comment connecter les jeunes à l'emploi. Tiens, ça fait un peu écho à une première rubrique. On en parle avec la présidente de Job IRL. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut avoir été bien orienté. Ça, c'est un sujet sensible, parce que souvent, on entend des jeunes qui disent j'ai été mal aiguillé, je n'ai pas été mis au bon endroit. Et dès le départ, tout est parti de travers. On en parle avec Alexis Akiniemi. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le cofondateur de Ad-Hoc Lab. Vous étudiez l'humain, ses cogitations, la manière dont ils développent leurs compétences et la manière dont on les oriente aussi, parce que c'est un sujet de préoccupation. Vous êtes auteur de ce livre, justement, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement. C'est sorti chez Duno en juin 2021. D'abord, pour commencer, empiriquement, lorsque vous avez créé cette entreprise, ce lab Ad-Hoc, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes dit aujourd'hui, il y a des gens qui orientent version papa, version 20e siècle, avec des catalogues, avec des vieux documents usés, eux-mêmes ne sachant pas trop les métiers. Et face à eux, ils ont des jeunes, tous connectés, ayant tous un smartphone, ayant tous Insta et TikTok. Est-ce que c'est parti de là, cette idée? Presque. En fait, c'est parti du fait que la recherche scientifique en sciences du comportement est foisonnante. C'est une science jeune, mais qui évolue très rapidement. Et dans l'entreprise, on utilise aujourd'hui des solutions issues de ces sciences-là, mais qui viennent plutôt des années 50 à 90. Et donc on est en retard. On est en retard. Mais c'est normal, parce qu'il y a très peu de ponts directs entre la science et l'entreprise dans les sciences humaines, en tout cas. Donc notre but à nous, c'était de faire des ponts directs. Donc Ad-Hoc Lab, c'est ça, c'est une passerelle technologique, puisque rentrons un peu dans le vif du sujet, je précise, et ça c'est important, ce qui va faire écho à ma question, expert scientifique pour le développement du service public numérique, beta.gouv.fr, donc vous apportez votre contribution aussi sur ce cercle d'experts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un fossé encore aussi important entre la manière dont on va orienter les jeunes et la façon dont on va les mettre dans des petites cases? Et vous dites, attention, il faut d'abord s'appuyer sur les compétences avant de demander aux jeunes s'ils aiment le football ou la peinture. C'est parce que les gens qui utilisent les solutions n'ont pas forcément besoin ou conscience d'avoir besoin de mettre à jour des éléments qui pourraient paraître théoriques. Parce que quand on digitalise une solution, par exemple, quand on passe d'un CV papier à LinkedIn, on fait un changement et on a l'impression d'en avoir besoin parce que ça va plus vite, mais on n'a pas forcément le sentiment d'avoir besoin de changer notre conception de ce qui fait que cet outil est pertinent. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est plutôt acquis qu'un CV, ce n'est pas suffisant pour savoir si une personne va savoir mobiliser des compétences ou s'adapter rapidement. Mais pour autant, on ne sait pas les outils qu'on a actuellement, qui sont des outils, par exemple, d'évaluation de la personnalité ou d'évaluation de la motivation. C'est très difficile de se rendre compte qu'on a besoin de les actualiser, que la science a évolué sur ce sujet-là. Vous avez mis au point Diagorent. Racontez-nous, parce que là, l'idée, c'est d'approfondir et d'affiner au plus près le recrutement. C'est bien ça l'objectif? Alors, c'est pas exactement ça. Nous, on est chercheurs et on assiste Diagorient, qui est un outil d'orientation numérique, on est d'accord. Un outil numérique
d'aide à l'orientation des jeunes, et pas que des jeunes aujourd'hui, mais d'aide à l'orientation, qui justement met en avant l'approche compétence. C'est-à-dire qu'au lieu d'orienter les jeunes en fonction de leur personnalité. Par exemple, j'aime aller dans des musées, donc je fais un métier d'art, peu importe si j'ai déjà dessiné ou ce genre de choses. Ben, on va poser la question au jeune de ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il aide des plus jeunes que lui dans des activités scolaires ou extrascolaires? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il participe à différents clubs? On va extraire des compétences de ça et on va faire matcher ces compétences avec les vraies compétences, les vrais besoins du monde du travail. Et donc exemple babysitting. C'est intéressant parce que ça paraît tout bête, mais vous réussissez à en extraire des choses de cette expérience. Tout simplement, parce que dans l'activité de babysitting, il y a énormément de compétences qui sont mobilisées. Par exemple, on va avoir besoin gérer certaines tensions, organiser, être ponctuel, c'est ça l'idée. Oui, tout simplement. Faire de l'organisation, gérer des responsabilités, communiquer, maîtriser certains schémas de communication, s'adapter à différents interlocuteurs. Tout ça, c'est des vraies compétences. Et les jeunes n'ont pas du tout conscience d'avoir des compétences. Et le but de Diagorient, c'est initialement une association, ensuite une start-up d'État auquel nous, on s'est greffé. Initialement, le but de Diagorient, c'est d'être entre les jeunes qui ne connaissent pas le monde du travail et les entreprises qui ne parviennent pas à recruter. Et là, l'idée, c'est de créer du vocabulaire, parce que les jeunes ne savent pas se présenter aux entreprises, ne savent pas quel est le vocabulaire des entreprises. Tout ça me semble très clair. Ça ne règle pas, et je sais que vous tout seul, avec votre lab, ne pouvez pas le régler, mais cette question quand même vous traverse, c'est comment faire en sorte que ceux qui vont orienter disposent des bons outils. Je ne veux pas reprendre cette caricature, et on l'a tous fait, on est tous passés devant un conseiller d'orientation un jour de sa vie, pour s'apercevoir que ça n'avançait pas bien vite, que ces personnes étaient un peu dynamiques dans les propositions. Elles peuvent être dynamiques humainement, mais pas forcément dans ce qu'elles proposent. Comment on fait là pour vous leur apporter des outils, vous les aider? Comment on fait? Justement, c'est tout l'intérêt des méthodes beta.gouv, par exemple, c'est d'aller directement auprès de ces professionnels qui sont pour nous des utilisateurs et de les outiller en fonction de leurs besoins. Et nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir directement mettre l'état de l'art actuel dans ces méthodologies-là pour que les professionnels utilisent des méthodes actualisées. Ça veut dire qu'en termes financiers, excusez-moi, on a bien compris la philosophie de s'appuyer sur les neurosciences, sur toutes les technologies bêta, mais ça demande un investissement. Comme il faut qu'aujourd'hui l'éducation nationale et tous les acteurs du recrutement mutent. Vous êtes d'accord? Oui, aujourd'hui, côté public, il y a le plan d'investissement dans les compétences qui fait qui lance énormément d'initiatives. Et donc, il y a cet investissement-là. C'est sûr qu'au niveau des établissements scolaires, au niveau même des parents, va y falloir qu'il y ait un investissement dans la notion de compétence, dans la notion d'orientation. Avant de nous quitter, parce qu'on a parlé d'Adoc Lab et de cette plateforme sur laquelle vous vous êtes implémenté, puis il y a ce livre. Pourquoi vous avez décidé de l'écrire, ce livre? C'était quoi l'esprit de ce livre? L'esprit de ce livre, c'était de dire une bonne fois pour toutes tout ce qu'on dit à tous nos clients, qui fassent partie de beta.gouv ou qui soient des acteurs du privé. Parce que les nouvelles méthodes de recrutement, tout le monde se pose des questions sur ce qu'est une compétence comportementale, ce qu'est la personnalité, comment on crée une grille d'évaluation des compétences, comment on fait un entretien de recrutement. Tout ça, il y a des réponses scientifiquement valides au jour d'aujourd'hui, qui vont évoluer. Oui, sauf que pour l'instant, il faut que le pont se fasse. C'est ça, et donc ce livre, c'est pour nous un moyen de matérialiser ce pont. Avant de nous quitter, vous êtes un chercheur, parce que vous vous positionnez aussi comme un expert, comme un chercheur, au-delà de ce lab que vous avez cofondé. Le CV a encore de l'avenir devant lui, parce que vous nous décrivez finalement un monde où on va recruter d'abord sur les soft skills, sur les compétences, et vous le disiez dans l'entretien, le CV, finalement, il ne dit pas grand-chose de nous, à part des diplômes. Le CV, il va mettre plus de temps à disparaître que la lettre de motivation. Pour le coup, la lettre de motivation, elle sert presque plus à rien. Vraiment, parce que ce qu'on voulait faire avec la lettre de motivation, c'était en savoir un peu plus sur la personne. Exact. Sauf que c'est impossible. Concrètement, la lettre de motivation, aujourd'hui, tout le monde fait la même. Et donc, on a voulu, finalement,
modifier la lettre de motivation pour pouvoir fouiller dans la personne. Et on a utilisé la graphologie, des choses comme ça, des techniques qui se sont fait débunker par la science. Donc la lettre de motivation, on n'en parle plus vraiment. Par contre, le CV, il est encore extrêmement majoritairement utilisé parce qu'il est simple, parce qu'il permet de donner des informations factuelles et de donner une référence. Et les gens ont besoin de références. Donc on peut pas faire de la prospective sur la disparition du CV si facilement. Par contre, dire que le CV est insuffisant, aujourd'hui, c'est quasiment dans tous les processus de recrutement que le CV est insuffisant. Donc, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on doit mettre en complément de ce CV, qui est quand même malgré tout un outil utile? On voit le CV, on voit la chronologie même des postes quand on est un peu plus âgé. Qu'est-ce qu'on doit mettre à côté? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'implémenter avec un logiciel, plus sur les compétences, sur la psychologie? Comment on fait? Les logiciels, c'est fait pour baisser les coûts. Idéalement, on fait un entretien bien mené. C'est un métier de mener des entretiens, d'évaluer objectivement les compétences des personnes avec les entretiens. Et le but, dans ces entretiens, c'est du coup de faire parler la personne sur les actes qui matérialisent ses compétences. Donc, c'est-à-dire comment vous faites votre métier. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites comme action concrète pour matérialiser vos compétences. Et ça, si on a 5000 recrutements à faire par an, on ne peut pas le faire avec que des entretiens. Donc, on va utiliser effectivement des outils d'évaluation des compétences. On gagne du temps, donc là. On gagne beaucoup de temps, mais il faut que ces outils soient effectivement très bien construits. Merci Alexis Akinyemi. Vous êtes le cofondateur d'Adoc Lab avec Diagoscient, on est d'accord? Dégoriante, c'est pas facile à dire, sur lequel vous êtes, vous, implémenté. Et puis, vous êtes aussi expert pour le développement du service public numérique beta.gouv.fr. Et votre livre, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement, et c'est sorti il y a quelques mois, il est donc encore disponible chez Duno. Bien sûr. Il est toujours disponible, vous nous le confirmez évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est Smart, un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et on accueille tout de suite son CEO, son fondateur. Un jeune, une solution, notre partenaire, on en parle chaque semaine avec une entreprise qui s'engage pour l'emploi, et puis on en parle une fois par mois avec Thibaut Guilhuy qui est sur notre plateau et qui nous parle régulièrement et chaque mois donc de cette initiative qui cartonne, plus de 600 000 jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui sont passés sur le site, et on accueille Timothée Jory. Bonjour Timothée. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, président de Arbrom. Oui. Avant que vous nous disiez ce que c'est, ça veut dire quoi Arbrom? Alors Arbrom, on peut voir comme deux mots. L'image de l'arbre qui produit en productivité, et puis l'homme. Et puis ce mélange des deux, voilà, j'ai mélangé un peu nature et puis l'aspect productif pour les entreprises. Très intéressant. On va venir à ce que vous faites, créé en 2019. Arbrom, c'est une idée géniale, c'est aider les micro-entrepreneurs, on est bien d'accord, oui, qui globalement sont souvent la tête dans le guidon, à créer, à développer, à faire du chiffre d'affaires, et qui tout d'un coup le dimanche ouvrent l'ordinateur et se disent « Oh là 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 là, j'ai tout ça à faire encore ». C'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça. Ouais, il faut savoir que on va dire les artisans, les micro-entrepreneurs passent en moyenne 12 heures par semaine dans la gestion administrative. Les factures, les devis. Exactement. Et puis, à force de parler avec eux, c'est vrai que recruter, pour certains, c'est compliqué, surtout pour 12 heures par semaine. Et donc, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, allez, on va essayer d'aider nos artisans, nos TPE. Et puis, ça permet aussi d'économiser sur des recrutements. Et puis, voilà. Ça veut dire que vous prenez en charge tout le backup, l'administratif, le fiscal, enfin tous les sujets qui sont Exactement. Hors compétence souvent d'ailleurs des artisans. Oui, alors nous allons, on procède généralement alors sur du secrétariat classique, et puis jusqu'à la pré-comptabilité, en passant par les ressources humaines, voilà, mais uniquement dans l'administratif. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que chaque semaine, une entreprise vient se présenter, ce que vous venez de faire d'ailleurs, et qui est une entreprise qui s'engage pour recruter des jeunes, notamment et entre autres en passant par le dispositif Un jeune, une solution. Dites-nous quand même, parce que j'ai envie que vous le disiez vous-même, combien de recrutements vous prévoyez là? Alors pour 2022, l'objectif c'est 400 jeunes. 400 jeunes 400 jeunes. Alors 400 jeunes, alors oui c'est beaucoup, mais à la fois c'est pas assez aussi. Alors je parle pas pour moi, mais c'est vrai que voilà, plus d'entreprises, si on peut essayer d'aider au maximum, on le fera. Alors
Nous, on procède, alors 400 jeunes, alors nous, il faut savoir qu'on a à peu près 300 assistants qui sont pour l'instant disponibles partout en France. J'ai discuté avec beaucoup des assistants et moi, c'est vrai que moi, j'ai un engagement aussi pour la jeunesse. Mais moi, en tant que jeune, je suis vraiment... Vous êtes jeune, je le confirme. Oui. Et je me suis dit, non, il faut vraiment aider un peu notre jeunesse pour l'emploi, pour la formation, la connaissance métier, notamment dans le secteur administratif, parce que moi, j'ai pu voir, même avec Pôle emploi, il y a énormément d'annonces d'emploi qui concernent l'administratif. On a beaucoup de demandes en tant qu'assistant. La crise du Covid n'a pas aidé forcément aussi les entreprises. Bien sûr. Beaucoup ont dû, pour la plupart, malheureusement, licencier les premiers emplois, qui sont les assistants administratifs. C'est ceux qui sautent en premier, effectivement. Oui. Mais là, 400, excusez-moi pour être un peu concret, ils vont rentrer en CDI, CDD dans votre structure, ils vont travailler en indépendant et auront un statut, eux aussi d'ailleurs, d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise. Oui, alors il y a la première chose, il va y avoir l'intégration qui va concerner la formation, la connaissance métier par nos assistants sur le terrain, auprès de nos clients, donc les entreprises. Et puis les jeunes vont pouvoir déjà avoir avoir la connaissance et puis ce monde de l'entreprise. Voilà. D'accord. Directement. Donc ça, c'est une formation, c'est un premier pas pour déjà premier découvrir. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils soient, je dirais, performants pour répondre aux besoins de vos clients. On est bien d'accord. Et puis ensuite, alors nous, on a un deuxième objectif, c'est de pouvoir, par la suite, tous nos assistants dépendants, essayer de recruter ensuite en CDI de préférence nos assistants administratifs. Alors après, forcément, ça concerne, nous on est disponible en France, sur tout l'Hexagone. Et puis on a vraiment une demande. Et puis comme je l'ai dit, nos assistants nombreux vont pouvoir vraiment s'occuper de nos jeunes. Alors, résumons-nous. Là, vous êtes aujourd'hui combien? Vous avez créé l'entreprise en 2019. Vous êtes combien de collaborateurs là? Alors là, on est, avec les assistants, on est pratiquement on est 300. 300. Ça veut dire que vous passeriez, si vous réussissez grâce à un jeune une solution, entre autres, j'imagine que vous allez sur d'autres. Mais là, aujourd'hui, il est question d'un jeune une solution. Vous seriez 700. Ça veut dire, excusez-moi d'être concret, il y a une si forte demande que cela des entreprises aujourd'hui. Il y a une très forte demande. C'est-à-dire qu'ils sont débordés et ils ont besoin de soutien. Oui, et puis moi, je pense notamment, alors surtout au niveau des artisans, ça peut aller du petit paysagiste qui a vraiment besoin d'un soutien. Ce qui est tout à fait normal. Et puis en passant par les boulangeries, en passant par nos petits épiciers, et puis ensuite certaines TPE qui choisissent aussi l'externalisation administrative. Comment vous avez entendu, alors c'est pas un questionnaire sur Internet, vous savez, souvent on vous demande comment vous avez entendu parler du produit, mais Un Jeune, une solution, c'est notre partenaire, et souvent je pose la question, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers cette plateforme? Est-ce que vous êtes jeune et vous avez plutôt un public jeune que vous recrutez? Ça colle bien, je trouve, avec le public que vous recrutez, non? Un Jeune, une solution? Oui, et puis alors moi, c'est une excellente initiative. Il fallait vraiment ce mouvement, si je puis dire. Et puis alors, moi j'ai mis quand même un peu de temps à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que c'est peut-être tôt. Des fois il vaut mieux pas attendre et puis essayer de se lancer nos objectifs. Et puis si on peut aider au plus vite. Parce que vous doublez vos effectifs, vous faites plus que doubler vos effectifs en un an là. On double nos effectifs. Alors après, à savoir, c'est que je suis pas forcément le seul à le faire. D'autres entreprises oui, il y a d'autres ont beaucoup plus de personnel. Votre cible, c'est quand même les toutes petites entreprises qui sont souvent délaissées par les grands groupes. Il faut le dire. Oui. Elles visent des entreprises de taille moyenne, pas les toutes petites. Oui, c'est uniquement les TPE. Après, on est ouvert Pour vous, c'est une base. C'est une base de début. Oui, c'est une base. Et puis, il y a un engagement aussi derrière. C'est quand même contribuer vraiment à aider nos artisans. C'est quand même important. Il faut les aider. Très concrètement, là, Un Jeune, une solution, si je vais sur le site, on trouve vos annonces. Comment ça se passe là, comment vous l'avez identifié, cette annonce? Alors, on a une page qui est destinée à l'emploi, à la formation. Donc, on a une page qui est directement en lien avec Pôle emploi, où de temps en temps, on a des annonces d'emploi, uniquement pour l'instant pour les assistants dépendants.
Indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de statut de CDI, on est Ils n'ont d'accord. pas le statut de CDI. On est d'accord, il faut être très précis. C'est-à-dire qu'eux seront auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Voilà, micro-entrepreneurs. D'accord. Alors, ce qui permet aussi, et je mets une petite parenthèse là-dessus, c'est, par exemple, pour les assistants qui nous écoutent, c'est vrai que rejoindre Abram, c'est rejoindre aussi un réseau d'assistants administratifs. À savoir, ça permet aussi d'avoir une sécurité vis-à-vis de l'assistant administratif qui intervient chez son client, au niveau du règlement de la prestation. Voilà, tout ça, on met vraiment en sécurité nos assistants. Et puis, Ils passent donc par Arbrom et ne passent pas en direct avec le client, on est d'accord. C'est ce que vous nous dites. Voilà, pour être très concret. Voilà. Et puis ensuite, alors avec l'intégration, donc ça par partenariat, donc en freelance. Et donc nous avons un partenaire assureur, justement, qui permet d'assurer nos assistants administratifs chez nos clients. Voilà. Avant de nous quitter, on a compris que vous aviez l'envie de former aussi des jeunes qui n'étaient pas forcément destinés à l'origine à ces postes et que vous vouliez aussi les accompagner. Pour ceux qui ont une formation, qui vont cliquer sur votre onglet, c'est quel profil que vous recherchez ? Alors, le profil, on essaye, vous savez, après, moi j'ai parlé tout à l'heure de connaissances métiers, je pense que tout le monde peut aller. Enfin, il faut avoir fait un peu de droit, un petit peu de gestion de comptabilité. Alors, en gestion de comptabilité, alors c'est vrai que le profil est recherché. Alors, pas pour le secrétariat classique, bien sûr, pour certaines missions, notamment pour... alors, nous, vous savez, nous avons des clients en cabinet juridique, donc nous avons des assistants juridiques, toujours dans le domaine administratif, où là, forcément, il faut des compétences. Au niveau de la pré-comptabilité, je ne parle pas de la comptabilité parce que nous ne faisons pas de comptabilité, pré-comptabilité, où là, oui, on va rechercher soit un bac pro secrétariat comptabilité. Ça, c'est vraiment le profil recherché. D'accord, ok, c'est ces profils-là. Merci Timothée Jory, vous êtes président d'Arbrom, qui est le mariage, puisque c'est des arbres et des hommes qui poussent finalement. C'est la vie. Oui, c'est rapport à la vie. C'est vraiment puis la productivité. Et la productivité, évidemment, ce qui grandit, ce qui se développe et qui crée des fruits, donc de la richesse. Merci Timothée d'être venu nous rendre visite. Un jeune, une solution dans le cadre de ce partenariat, une entreprise, donc celle de Timothée Jory. On fait une courte pause, on va se tourner vers notre cercle RH. On va s'intéresser à un sujet alors de droit, mais de droit pur. La place de l'écologie, de la transition écologique dans le Code du travail. Bah oui, le Code du travail a été inventé, c'est le Code du travail des usines. Aujourd'hui, le monde a changé. À quoi ressemble notre Code du travail ? Et on va en parler justement avec des experts dont l'un a travaillé justement à retravailler ce fameux Code du travail qui est souvent d'ailleurs contesté, critiqué. On en parle. Mes invités arrivent juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien dans Smart Job, on s'intéresse à un sujet alors très technique mais essentiel à notre vie, j'allais dire presque quotidienne. Glasgow, COP 2026, on entend beaucoup parler de cette question climatique, de ce réchauffement de la planète. C'est un enjeu de société pour les citoyens mais aussi pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises et on en parle aujourd'hui quand le Code du travail se met au vert. On va faire le point parce que le Code du travail avait été plutôt créé pour les usines du XXe siècle. Comment adapter ce Code du travail pour les usines ? Vous savez, on en parle beaucoup, 4.0, c'est une usine moderne. Comment faire pour marier transition écologique, écologie et Code du travail ? C'est tout le sujet aujourd'hui et on en parle avec mes invités, des experts. Gépi Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social et enseignante à Paris 1. Et puis vous allez créer, on va en parler dans quelques instants, un cabinet, EXO, qui va combiner justement ces enjeux écologiques et le droit, parce que c'est essentiel. Peut-être d'ailleurs que c'est le droit qui va changer le monde. On va en parler. Et puis à vos côtés, Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes économiste. Vous avez pris plusieurs fois des positions très claires sur la dérégulation du monde du travail, spécialiste du droit du travail, parce que vous écrivez régulièrement avec lui et vous ressortez un livre là qui vient de sortir octobre 2021 avec Jacques Barthélémy. Vous aviez écrit en 2015, je crois, un livre avec lui qui avait été très remarqué. Ce livre, c'est Travail et changement technologique. Alors, dans changement technologique, c'est le numérique, mais c'est aussi les transformations écologiques. Ça sort chez Odile Jacob. Il est sorti en octobre, donc il y a quelques jours. D'abord, Gépi Koudadjé,
Un mot sur quand le Code du travail se met au vert. J'ai l'impression aujourd'hui, alors que parfois on répète des sujets qu'on a déjà traités depuis une vingtaine d'années, j'ai l'impression d'effleurer comme ça un sujet tout neuf, qu'on n'en a jamais parlé de cette question. Le droit, le Code du travail et les enjeux environnementaux. Oui. C'est tout neuf ? C'est tout neuf. Le Code du travail se met au vert. Alors, c'est pas tout à fait tout neuf. Avant la loi climat et résilience du 22 août dernier, il y avait déjà quelques dispositions qui parlaient de transition écologique dans le Code du travail, mais il y en avait très peu. Il y avait une seule occurrence de ce terme dans le Code du travail, alors que c'est un des défis les plus importants du XXIe siècle. Il y avait déjà une alerte environnementale qui existait. En matière d'intéressement pour les salariés, il était possible de prévoir des critères de performance en lien avec la transition écologique. Mais aujourd'hui, le Code du travail s'est véritablement mis au vert et va beaucoup plus loin, dans la mesure où dans les relations collectives de travail, la transition écologique est mieux prise en compte. Alors comment ? Par les citoyens, si je peux me permettre. Ils sont citoyens et salariés. Voilà, par les citoyens. Et ils emmènent dans l'entreprise leur combat dans les associations et dans leur vie quotidienne. C'est ça aussi. C'est ça. Et par l'intermédiaire des représentants du personnel. Alors comment ? Grâce au CSE, donc dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés, désormais, le CSE, qui est le comité social et économique, aura des attributions en matière environnementale. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait le débaptiser, peut-être l'appeler le CSE et environnemental ? Sans doute, sans doute. Non, c'est une question. Absolument, comme exactement. le CSE. Bah ouais. Exactement. Donc, le CSE est consulté par l'employeur dans différents domaines. Le CSE, je le rappelle, sert à tenir compte des intérêts des salariés par rapport aux décisions qui sont prises dans l'entreprise. Il y a des consultations qui sont récurrentes, par exemple sur les orientations stratégiques, et des consultations qui sont ponctuelles. Par exemple, la mise en œuvre du télétravail, un déménagement. On va en parler. Et dans toutes ces questions-là, la nouveauté maintenant, c'est que l'employeur devra informer et consulter le CSE sur les conséquences environnementales de ses projets, de ses décisions. Et le CSE, les représentants du personnel, vont devoir donner un avis et formuler des vœux. Cet avis, l'employeur ne sera pas obligé de le suivre. Mais en tout cas, ça permet aux syndicats, aux représentants du personnel de s'emparer de la transition écologique dans l'entreprise. Et on reviendra évidemment, c'est un enjeu fort pour vous, l'avocate, sur la formation des délégués du personnel qui, eux aussi, ont besoin, dans le cadre d'un dialogue social renouvelé, d'avoir une formation adéquate. Gilbert, cette question plus large, parce que j'évoquais dans mon introduction ces codes du travail que vous avez souvent critiqués, très rigides, très lourds, des usines. Est-ce que c'est au Code du travail, version XXe siècle, de s'adapter aux configurations, ou est-ce qu'on doit un petit peu, je dirais, le faire réduire au courbouillon pour que ce Code du travail réponde aujourd'hui à tous les enjeux ? Le numérique, le télétravail, le travail à distance, les tiers-lieux, enfin, tous les sujets qui sont sur la table. Écoutez, c'est un peu le contenu de notre ouvrage, d'ailleurs, avec Jacques Barthélemy, de penser que le Code du travail doit être vivant. Il doit s'adapter aux transformations, et il faut éviter d'avoir en tête que ces transformations doivent à toute force s'adapter à un code du travail qui a été conçu dans le contexte d'une civilisation de l'usine. C'est le cas aujourd'hui ou ça a un peu évolué ? Parce que vous dites que ça a un peu évolué quand même. Ça a beaucoup évolué quand même. Les branches ont pris le dessus sur le droit du travail. Et d'ailleurs, on pris le dessus. Disons que maintenant, il y a ce qu'on appelle la double supplétivité des normes légales par rapport aux normes conventionnelles, et puis à l'intérieur des normes conventionnelles, des normes de branche par rapport aux normes d'entreprise. La création destructrice. Ah oui. Néanmoins, là, dans le cas présent, et ce qui a été très bien expliqué et rappelé par Gépi, c'est que le Code du travail est mobilisé, si j'ose dire, pour sensibiliser les acteurs de la négociation collective à ce qui devient l'enjeu, mais on ne peut même pas dire le premier enjeu, l'enjeu essentiel du XXIe siècle. Puisque si on nie cet enjeu, si on l'ignore complètement, c'est la destruction simplement de l'humanité qui est en jeu. Hein. Donc c'est pas rien du tout qui se joue là. C'est un travail de sensibilisation énorme et qui ensuite doit se décliner dans l'action, dans toutes ces dimensions de l'action de l'entreprise. Parce qu'on n'en est qu'au tout début du processus. Mais il y aura plus de normes, il y aura un prix du carbone qui va augmenter, il y aura un effet d'image des entreprises sur leur mobilisation sur les questions environnementales. Clairement. Donc dans toutes ces dimensions, en quelque sorte, il y aura une mobilisation très forte. Et celui qui se prépare très tôt gagne des points par rapport à celui qui accompagne simplement ces mutations. En termes de performance, en termes d'engagement des collaborateurs. Absolument. Juste Gilles Berset, et évidemment j'ai piqué coup d'Adjé, mais on a sur ce plateau beaucoup de personnalités du monde de l'entreprise qui se plaignent du normatif, qui disent on est en train de mourir de la norme.
est-ce qu'en contrepoint, malgré l'urgence absolue des questions climatiques, vous n'allez pas subir les foudres de chefs d'entreprise qui vous disent « Attendez, ce sont des normes de plus ». Ça veut dire, pour nous, ce sont des contraintes supplémentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds. Le normatif. Oui, mais là, ça a été bien expliqué par Gépi, c'est pas normatif. C'est le dialogue social. C'est le dialogue social. Là, clairement, il faut On se parle. On se parle. Et on construit des normes ensemble Voilà. avec les représentants du personnel, avec le délégué syndical. Donc ça ne vient pas d'en haut, ça se passe dans l'entreprise. Et des Absolument. normes adaptées aux réalités de l'entreprise et à ses contraintes. Le travail fondamentalement, l'objet fondamentalement de ce changement qui a été introduit par la loi dans le Code du travail, c'est la sensibilisation. Clairement. La sensibilisation des acteurs. Il n'aurait pas dit, vous devez faire ça, vous devez ne pas émettre plus de temps, vous devez... Non. Vous devez C'est exact. avoir en tête que le dialogue social, l'amélioration de vos conditions de travail, etc., tout ce qui ressort du dialogue social aujourd'hui, tout ça c'est peut-être important, mais il y a quelque chose qui a une importance encore supérieure. C'est la survie de notre espèce. Pour être très concret, on va parler des délégués syndicaux qu'il faut former, qu'il faut accompagner, qu'il faut aussi, en quelque sorte, éduquer. Il y a aussi des délégués qui viennent du monde de l'industrie, qui fabriquent des produits polluants. Donc cette question, elle est posée. Un mot très concret, je me disais, mais comment on peut relier ce sujet qui est fondamental à des sujets concrets? Par exemple, ça pourrait être, j'imagine, les flottes de voitures, pour être excessivement concret. Le CSE dit, mais attendez, vous avez acheté 20 000 véhicules pour vos commerciaux, diesel. On s'y oppose. On voudrait des véhicules électriques. Est-ce que ce sont des éléments qui sont des éléments concrets sur lesquels vous, les juristes, vous dites, oui, c'est un levier de transformation? Acheter 20 000 véhicules diesel, c'est pas pareil que d'acheter 20 000 véhicules hybrides, voire électriques. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que ce sont des points sur lesquels le dialogue social, l'échange, parce que ça, c'est des leviers très concrets. Comment on fait là? Ça dépend. La question est de savoir si cet achat de véhicule peut faire l'objet d'une consultation et à quel titre. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une question qui concerne la marche générale de l'entreprise? Et je pense qu'il peut y avoir ces matières à discussion. Un employeur peut dire non, ce n'est pas, ça ne doit pas faire l'objet d'une consultation. Donc, toutes les questions ne pourront sans doute pas être prises en compte. Ça veut dire que les salariés impliqués, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui vont dans les entreprises parce qu'ils croient à la marque employeur, à son engagement sociétal et environnemental. Ça veut dire que ces salariés-là peuvent faire un tweet, écrire un papier, dire à l'extérieur, mon entreprise vient d'acheter 20 000 véhicules. Voilà. Donc c'est là où on le rejoint droit, ce que disait Gilbert, c'est que les entreprises elles-mêmes ont intérêt à s'engager sur ces questions, parce qu'il y a toutes les questions de name and shame, et elles ont intérêt à se montrer les plus vertueuses possibles sur ces questions. Et c'est la marque employeur qui est en jeu, c'est attirer des collaborateurs, l'engagement des salariés. Donc on est au-delà de la simple consultation du CSE. Mais le salarié est directement, le travailleur est directement concerné. C'est aussi, je dirais, son avenir de travailleur qui est en jeu. Si l'image de l'entreprise peut être dégradée par le fait que peu d'efforts sont faits dans le domaine climatique, eh bien, c'est son emploi, son avenir, la croissance de l'entreprise qui sont moins portés que si, au contraire, l'entreprise se mobilise à fond sur ces questions-là. Je veux dire, on va vers une époque, on voit déjà tout ce qui a été fait, la conscientisation sur les 2 dernières années. On est au tout début du phénomène. Au tout début du phénomène. Vous êtes un peu précurseur, si je peux me permettre, parce que faire rentrer la transition écologique dans toutes ces questions, objectivement, il y a 5 ans, j'animais déjà des débats, personne n'en parlait. Oui. Très peu. Vous êtes d'accord? Absolument. C'est tout neuf. C'est tout neuf, il y a très peu d'auteurs. Il y a quelques avocats qui en ont parlé. Nous, en 2020, on a écrit un article dans lequel on proposait en fait de renforcer le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour qu'elle tienne mieux compte de la transformation des métiers et de la question de la transition écologique au niveau de la branche, donc c'est-à-dire au niveau des secteurs d'activité. Et notre idée, c'était de pouvoir accompagner les entreprises. Les questions de transition écologique sont complexes pour elles, et le niveau de la branche est un niveau approprié pour anticiper et pour donner des impulsions pour cette transition qui est attendue de tous les citoyens. Et donc cette idée a été reprise dans la loi climat et résilience et nous nous en réjouissons. Ça ne répond pas totalement à la question de mes véhicules, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des choix stratégiques à faire sur 10 ans et qui disent j'ai une marque qui me propose du diesel super avantageux, mais en même temps j'ai aussi un enjeu. Vous voyez toutes ces questions. Est-ce que je prends des vélos? Est-ce que j'installe des box à vélo parce que je veux... Où est-ce qu'on s'arrête là? Vous voyez, dans l'interaction dynamique
entre le chef d'entreprise, le CSE, dans le dialogue qu'il peut avoir dans l'entreprise, il est clair que le CSE sera plus armé pour dire au chef d'entreprise: attendez, quelle est notre image si ensuite il est fait état de cet achat, il est fait état qu'on ne se mobilise pas pour la transition climatique, pour réduire notre émission, pour réduire notre trace. Quelle est notre image par rapport à d'autres entreprises qui, elles, vont faire... voilà. Et en clair, c'est l'emploi qui est derrière, c'est la croissance qui est derrière. J'ai Koudadji. J'aimerais compléter sur cette question. Donc, il y a de la passion. de véhicules. Il y a quand même des thèmes de négociation qui sont obligatoires. La qualité de vie au travail. Et dans la qualité de vie au travail, on parle aussi de mobilité et de mobilité des salariés. Donc, dans votre exemple des véhicules électriques, dans le cadre de cette négociation, des délégués syndicaux pourraient s'y opposer et tenter de négocier, par exemple, l'utilisation de véhicules hybrides, de TGV. Aiguillant les choix de l'entreprise vers plus de vertus écologiques ou de choix écologiques offrant des possibilités de mobilité, par exemple. Ça se développe de plus en plus. Regardez, c'est un article qu'a signé Benoît Serre qui est venu régulièrement sur notre plateau, vice-président de la NDRH, il est le directeur France aujourd'hui de L'Oréal. Papier de carrière et entreprise. Le climat est un combat RH et il dit souvent on a négligé le E de RSE, favorisant le volet social, assez peu le volet environnemental. J'ai le sentiment que vous êtes en train de faire grossir la lettre E de RSE. Est-ce que dans cette philosophie, il y a de ça aussi ? Évidemment, le dialogue social et la position de notre futur cabinet, de mon futur cabinet, est parfaitement en lien avec toutes les questions de RSE qui se développent depuis plusieurs années. On a eu la loi Pacte, l'objet social des entreprises a été transformé. Les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on est vraiment dans une dynamique dans laquelle la RSE prend de plus en plus de place. Juste, Gilbert Sette, pour qu'on soit bien clair sur votre livre qu'on a vu à l'antenne, changement technologique, est-ce que vous y incluez aussi les transformations environnementales, enfin technologiques et environnementales? Elles sont liées indubitablement. Absolument, on y inclut toutes ces transformations. Je veux dire, ces transformations doivent être au cœur du dialogue social, encore une fois. Et c'est pas simplement parce que l'emploi, en quelque sorte, et les perspectives à long terme de l'entreprise sont en jeu, mais c'est aussi parce que directement pour les salariés, il y a le sentiment d'appartenance, quoi. D'appartenance à une entreprise qui se mobilise à une époque, dans une culture c'est fondamental, qui laisse une place croissante à une vitesse considérable aux dimensions climatiques. Juste un mot avant de nous tourner vers le télétravail, parce que ça c'est un sujet qui agite les experts, les avocats, les économistes, c'est-à-dire est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère? Juste un mot, j'ai quand même le sentiment, notamment à travers l'article de Benoît Serre, mais à travers vos positions qui sont très précurseurs, que finalement c'est à l'entreprise de gérer ces questions et de moins en moins finalement à l'État. Et d'ailleurs, quand on regarde les jeunes dans leur rapport aux entreprises et à l'État, l'État est descendu très très bas dans celui qui peut sauver le monde. En revanche, ce que les jeunes disent, c'est le livre de Frédéric Dabi et de Stewart Shaw, ils disent c'est l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça? On a l'impression que c'est l'entreprise aujourd'hui qui est capable de transformer le monde et plus le politique finalement. Écoutez, c'est exactement dans la philosophie de tout ce qu'on fait avec Jacques Barthélémy, de ce qu'on veut faire ensemble, Gépi et moi, de dire il ne faut pas attendre tout de l'État. L'État construit des normes qui sont homogènes, qui ne prennent pas en compte la diversité des situations individuelles. Parfois contradictoires, mais la diversité de la situation des entreprises, de leur activité, des attentes des salariés, etc. Donc il faut surtout, en quelque sorte, que l'État donne un cap, un cadre, mais que derrière ce cap et ce cadre, le maximum de latitude soit laissé à la négociation. Entreprise, branche, au plus près, en fait. Et d'ailleurs, c'est l'esprit des ordonnances travail et la supplétivité que j'évoquais tout à l'heure. Exactement. Télétravail, tiens, ça a été le choc du Covid. Première partie, télétravail obligé, c'est-à-dire dans des conditions difficiles, avec les enfants. Puis là, on est entré dans l'ère du télétravail depuis au moins la rentrée. Accord d'entreprise, organisation d'un télétravail hybride. Pour rester sur le sujet de la transition écologique, est-ce que vous avez cette réponse? Est-ce que le télétravail, c'est bon pour la planète? Parce qu'il y a un vrai débat. Et c'est un vrai débat. Et il n'est peut-être pas tranché d'ailleurs. Non, je ne pense pas qu'il soit encore tranché. Les partenaires sociaux n'apportent pas de réponse claire sur le sujet. L'ADEME elle-même dit que potentiellement le télétravail peut être bénéfique pour l'environnement, mais il y a des effets rebonds dont il faut aussi tenir compte. L'usage de data centers, les déplacements qui augmentent autour du domicile du télétravailleur. Il ne fait plus son déplacement domicile-lieu de travail, mais il fait plus de déplacements
déplacements en étoile avec son véhicule autour de chez lui. Donc il y a différentes questions, les paramètres à prendre en compte sont variés. Ouais. On ne peut pas dire de façon péremptoire que le télétravail Parce qu'on l'a est bon entendu, pour hein, l'environnement. ça a été un argument beaucoup utilisé. Le télétravail, c'est très bon. Oui. C'est peut-être bon pour la fatigue, mais peut-être pas si bon pour l'écologie. Mais vous voyez, pour faire très très simple, en télétravail, les gens, évidemment, ont moins de déplacements domicile entreprise, mais par contre, ils vont parfois s'établir beaucoup plus loin. Donc, ils font plus de kilomètres. Alors, l'économie, est-ce qu'elle est concrète ? Sachant qu'en plus, s'ajoute à cette dimension que je viens d'évoquer, de déplacement domicile-travail, celle qu'a évoquée GEPI, à savoir la forte consommation des data centers, etc. Donc, c'est une équation multiple. Il ne faut pas attendre du télétravail qui soit une réponse aux problèmes climatiques face auxquels nous sommes, quoi. J'avais une double question. Alors là, pour ceux qui connaissent, et vous connaissez tous les deux parfaitement le Code du travail, qu'est-ce qu'on modifie par rapport à vos prises de position, le fait qu'on y mette la transition écologique ? Est-ce qu'il y a encore du législatif ? Est-ce que les députés doivent se pencher vraiment sur des transformations ? Ou on a tous les outils aujourd'hui sans repasser par le législatif, sans transformer la loi ? On a tout, les outils sont là ou pas ? Pour cette question de transition, ma question est un peu bête. Mais si vous voulez, dans le Code du travail... Parce que la loi, ça va être compliqué jusqu'en mars, là, ça me semble réglé. Absolument. C'est réglé jusqu'en mars, sinon un petit peu plus, d'ailleurs. Un peu plus, d'ailleurs, jusqu'en septembre, disons-le. Parce qu'il y aura les législatives. Sinon un petit peu plus, mais est-ce qu'il faudra passer par des normes ou pas ? Et c'est une vraie question, mais la réponse à cette question, ça sera quel est le succès en quelque sorte des autres méthodes. Est-ce qu'on y arrive sans cela ? Est-ce qu'on arrive dans un pays comme la France, par exemple, à mettre en œuvre ce que tous les économistes préconisent, à savoir une taxe carbone et une augmentation progressive continue qui aille très très loin du prix de l'émission de la tonne carbone et donc du prix de l'énergie produite à partir des fossiles. Donc ça, c'est une vraie question. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que ce n'était pas aussi simple. Non. Et qu'il y a une forte préférence dans un pays comme la France pour des normes plutôt que pour un signal prix. Bon, qu'est-ce qu'on sera obligé de faire dans un pays comme la France dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ? Cette sensibilisation, en tout cas, qui a été opérée par ce changement, cette intégration au Code du travail de considération environnementale, participe du fait que peut-être on n'aura pas besoin de nouvelles normes. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais le dialogue social, c'est pas toujours bien passé sur d'autres sujets. Je pense à l'assurance chômage, où l'État a dit, le gouvernement a dit, écoutez, vous ne vous mettez pas d'accord, je vais reprendre le dossier et je vais le régler. Est-ce que c'est une manière aussi, par la porte de la transition, de revitaliser le dialogue social ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura les mêmes crispations que sur les sujets traditionnels ? Ou est-ce que sur cette question, je dirais, vitale, essentielle, et vous le disiez en introduction, c'est le sujet au-dessus de tous les autres. Est-ce que ça peut permettre aussi un dialogue social revitalisé ? On peut espérer que ça permette de dépasser certains clivages entre salariés et employeurs. Là, c'est vraiment une question qui intéresse tout le monde, une question de survie, Gilbert l'a dit. Et donc, il faut dépasser les antagonismes traditionnels pour trouver des solutions. Tiens, je ne voulais pas demander, qu'est-ce que vous allez vous apporter mutuellement ? Parce qu'il y a un économiste qui est spécialiste, on le sait, sur ces questions de droit du travail, Jacques Bercellimi, beaucoup de travaux en commun. Et puis l'avocate, comment vous allez fonctionner ? Comment ça va marcher ? On a déjà... Vous avez déjà avancé, hein ? Oui, et puis on a déjà fonctionné ensemble à plusieurs reprises. On a produit quelques articles, quelques tribunes, quelques analyses ensemble. Donc on ne part pas de zéro dans le travail en commun. Vous voyez, c'est quelque chose auquel on est habitué déjà depuis... Non, ma question est plus fine. Comment vous allez aiguillonner à la fois tant le gouvernement que les entreprises ? Comment vous envisagez ? C'est un sujet tout neuf. Il faut ouvrir des portes, il faut convaincre. Il faut convaincre et il faut accompagner les partenaires sociaux dans le dialogue social. Alors pourquoi travailler avec un économiste ? C'est parce qu'un avocat, à mon sens, n'est plus là seulement pour dire le droit, dire c'est ça la règle de droit applicable, c'est ça la règle de droit applicable. Il faut qu'il accompagne les entreprises pour qu'elles puissent écrire elles-mêmes. Donc inventer le nouveau droit de demain. Voilà, le droit dans le cadre du dialogue social. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir créer des règles avec une finalité économique, environnementale, et donc ne plus avoir simplement une vision de juriste, mais aller plus loin en s'intéressant à d'autres disciplines, à la sociologie, à l'économie, pourquoi pas à la philosophie, pour créer des règles adaptées aux besoins des entreprises et des branches professionnelles pour faire face aux transformations qui sont devant nous. Donc, si vous voulez, la philosophie de base de notre approche consiste à dire qu'on peut trouver des points gagnants-gagnants
ce qui va complètement à l'encontre d'une certaine culture française, hein, où on considère souvent que si les travailleurs gagnent, l'entreprise y perd, si l'entreprise gagne, les travailleurs perdent. Voilà, c'est la guerre. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas notre modèle, c'est pas notre histoire. Et d'ailleurs, quand on regarde certaines statistiques, vous voyez, on est le pays avancé le plus conflictuel. Et je mesure par exemple la conflictualité par une donnée très très simple, le nombre de jours perdus pour grève ou arrêt collectif de travail. Eh bien, on est en tête de tous les pays avancés en France. Donc ça veut dire qu'il y a cette culture de conflit, et dans certains domaines, sur certains terrains, peut-être qu'on peut s'en passer. Ce qui nous rend optimistes pour le terrain climatique, c'est le fait que maintenant, il n'y a plus de négation. La négation, en tout cas, pour les climato-sceptiques. Je crois que maintenant... Enfin, les événements de cet été, ça nous a explosé au visage. Absolument. Et donc, maintenant, il y a quasiment un consensus général sur les dangers des question, c'est de trouver la route. Voilà. Là, c'est le chemin qu'il faut trouver. Par contre, il n'y a pas consensus sur la façon de faire. Les économistes diront qu'il faut passer par une taxe carbone. D'autres diront non. Le normatif. Par des normes. Par des normes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de débats à faire. En tout cas, au niveau de l'entreprise, ce qui est important, c'est cette sensibilisation et c'est le fait de construire ensemble, je veux dire, représentants des travailleurs et représentants de l'entreprise, des points d'équilibre gagnant, et avec un signal très très fort qui est donné aux clients de l'entreprise, qui est donné au marché, en quelque sorte, pour dire la dimension climatique, on l'intègre. Et aux investisseurs, si je peux me permettre. Et aux investisseurs, parce que cet enjeu-là, il est clé. Évidemment. Les investisseurs observent de très près aujourd'hui et flèchent leurs investissements aussi au gré de tout cela. Juste un mot, parce que je voudrais qu'on soit bien précis. On est sur un chemin, on est sur le début du chemin, donc vous êtes en train de l'inventer tout cela. Janvier, il faudra peut-être attendre septembre, octobre pour avoir une nouvelle loi qui revienne à l'Assemblée pour réfléchir à ces sujets. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui aux représentants des salariés, des travailleurs, comme vous dites, pour être armés sur ces questions de transition écologique? C'est de la formation, de la connaissance ou des outils véritablement pour faire levier? De la formation et de l'information, donc... Là, c'est prévu, donc les noms, les formations des élus et des syndicalistes vont prendre en compte la transition écologique. Maintenant, il faut voir concrètement ce qui va être fait, parce que c'est des questions qui sont très complexes, nouvelles. Ils ont 1000 questions à chaque fois à vous poser. Voilà, donc il va falloir... il y a une question de formation et il y a surtout une question d'information. Quelles sont les informations que l'employeur va délivrer aux élus pour leur permettre de jouer leur rôle dans l'entreprise? Oui, ma question spontanée des 20 000 véhicules diesel, cette question-là, elle est posée sur la table des salariés, pas forcément des syndicalistes, qui peuvent s'émouvoir. Mais bien sûr. Ils vont aller voir leurs délégués et dire, mais Gilles, qu'est-ce que tu fais? Et Gilles va dire, je ne peux pas faire grand-chose. Et c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il faut les armer, au bon sens du terme, par de la formation et de l'information, pour que cette connaissance qu'ils ont des façons de se mobiliser ensemble dans cette direction commune, qui doit être universelle, de transition climatique, trouve les bons moyens de s'y mobiliser en quelque sorte. Qu'est-ce qui est le plus efficace, à la fois pour la réussite de l'entreprise, et bien sûr pour le bien-être et le confort des salariés? C'est fondamental. C'est le début d'un chemin. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce qu'il y a une élection présidentielle. On est rentré évidemment dans les débats. Mais je pense que c'est aussi il faudra un moment apaisé pour avoir ces sujets. Peut-être que l'élection sera le moment, j'en suis pas sûr. Mais il faudra peut-être attendre le mois de septembre pour que le nouveau ou le président actuel soit en mesure de relancer cette question qui est sur la table et que vous avez lancée comme des précurseurs. Parce que c'est intéressant que vous soyez venus comme des précurseurs. Merci Gépi Koudadjé, avocate en droit social. Exo. Voyez, voilà, et voilà. Exo. C'est 2 X ou un X? Un seul X pour économie fois social. Voilà. EXSO. Exo. Et il va être monté en janvier, ce cabinet. Exactement. Et vous serez à vos côtés. Il y aura Gilles Berset, qui n'est pas avocat, je le précise, qui est économiste et qui est professeur à Neomia Business School. Votre livre, le dernier, ces livres sont souvent des livres de référence quand vous les écrivez avec Jacques Barthélemy. Je me permets de le dire. Travail et changement technologique. Avec un sous-titre. Et de la civilisation de l'usine à celle du numérique, qui était mon usine 4.0. Absolument. Sorti chez Odile Jacob. Ce sont des livres de référence. Merci d'être venu nous rendre visite. Beaucoup. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. On termine notre émission, évidemment, comme d'habitude, avec Fenêtre sur l'emploi.
Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission après avoir parlé du droit et du code du travail. On va s'intéresser, alors vous allez me dire, ça va faire écho avec la première rubrique de notre émission aujourd'hui sur l'orientation des jeunes, la façon dont ils sont plus ou moins bien orientés et les outils pour les orienter. Et on en parle justement avec Christelle Mélé-Génin. Bonjour Christelle. Bonjour. Présidente de l'association Job IRL. 1 million de visiteurs cette année, exactement. Nous allons atteindre près d'1 million de visiteurs cette année. Comme vous dites, ça cartonne parce que les jeunes ont besoin de savoir comment s'orienter, découvrir les métiers qui recrutent, les filières d'avenir, d'échanger avec des professionnels, trouver des offres de stage, des offres d'alternance. Et donc, on est là pour les aider à se construire un projet professionnel le plus, comme je dis toujours, à la fois ambitieux, mais réaliste aussi avec le marché de l'emploi. Ça aide à l'employabilité des jeunes. Alors, on l'aura compris, je ne l'ai pas présenté parce que vous devez connaître, mais je vous le présente, c'est un réseau social d'orientation, puisqu'on faisait écho tout à l'heure à ces vieux catalogues. Vous savez, quand on va au lycée, puis il y a des vieux catalogues, parfois un ordinateur, pas toujours bien paramétré. Là, l'intérêt de Job IRL, votre pari, c'est de dire... Les jeunes s'orientent mal, grâce à Job IRL, ils vont pouvoir créer des briques, pouvoir faire leur parcours d'orientation ? Surtout, grâce à Job IRL, ils vont pouvoir échanger avec des professionnels qui font les métiers qui les intéressent ou pour lesquels ils se disent « Tiens, ça vaudrait le coup que je découvre quel est ce métier ». Et donc, c'est ça vraiment notre valeur ajoutée par rapport à tous les sites d'orientation qui existent. Alors, moi, je ne crache pas sur mes petits camarades. Les contenus pédagogiques de l'ONICEP sont très intéressants et autres. J'osais pas les citer. Si, il faut les citer, c'est mes amis. Mais en même temps, c'est des fiches. C'est pas incarné comme un professionnel qui va pouvoir vous dire moi, mon métier dans la logistique, c'est ça. Moi, je suis restaurateur, je fais ça de mes journées. Pour être très concret, les jeunes s'inscrivent, ils vont pouvoir ensuite se diriger vers le secteur dans lequel ils veulent aller. Et quand ils veulent parler à quelqu'un en particulier, comment ça marche très concrètement ? Alors maintenant, Job IRL, en fait, on leur propose, quand ils arrivent en disant « je vais échanger avec un journaliste ou un avocat », ils le cherchent et puis ils le trouvent. Ceux qui sont un peu perdus, qui n'ont pas d'idée, aujourd'hui, on leur propose un test d'orientation. Ce qui est souvent le cas. Voilà. Donc maintenant, il y a un test d'orientation entre nous hyper qualitatif qui leur propose 30-40 métiers qui correspondent à leur profil psychologique selon aux questions auxquelles ils ont répondu. Donc on a d'abord fait un petit questionnaire, ce qui fait que globalement, ils sont un petit peu orientés. Exactement. Sort une note qui vous dit, Alexis, pour parler de notre premier invité, Alexis, tu fais ça, tu es plutôt comme ça. Voilà. Et à partir de ça, il y a une palette de métiers. Voilà, il y a une palette de métiers et là, on a un espèce de Tinder des métiers où le jeune se dit tiens, tel métier, oh non, alors ça me tente pas du tout, mais ça, tiens, j'irais bien regarder. Et en plus, maintenant, on a un espèce de tampon sur les métiers pour les nommer métiers coup de cœur, pour dire aux jeunes, allez regarder là, ça recrute, il y a de l'avenir, donc je serai toi, j'irai regarder. Et donc, comme on un les livre, incite. Lu et approuvé. Voilà, c'est un peu ça. Pas vu à la télé, mais voilà, aimé chez Job IRL. Et donc, on les incite à aller voir ces métiers. Ah oui, donc vous les fléchez aussi vers des secteurs. On les flèche vers les secteurs d'avenir, vers les secteurs qui recrutent, parce que regardez, en ce moment, on a 1 million d'emplois à pourvoir. Ah, vous dites 1 million, parce que sur ce plateau, ça évolue. On est 400, 500, 600. Oui, alors, avant le Covid, on était sur un chiffre qui était toujours à 300-400 000, selon les interlocuteurs. Oui, là, on est monté. La police ou les syndicats. C'est exactement ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur près d'1 million, parce qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, notamment dans l'hôtellerie-restauration, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas retournés dans les restaurants. Et donc, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. Et en même temps, on a toujours près de 20% des jeunes au chômage. Donc, il y a un moment, il faut quand même que les deux communautés se parlent et que l'emploi des jeunes progresse. Donc, vous nous dites sur ce plateau que Job IRL, votre structure, votre association, parce que c'est une association, donne comme ça un côté un peu ludique, un peu sympa, parce que c'est souvent un peu fastidieux pour les jeunes de se dire « Ah mince, il faut que j'aille voir la conseillère d'orientation ». Là, ils peuvent se balader. S'ils ont une idée, c'est beaucoup plus facile. En revanche, s'ils ne savent pas où ils veulent aller, à 80%, vous les aidez. Un mot quand même sur les emplois qui cartonnent, parce que vous nous dites « J'ai le tampon », ça c'est les secteurs où on recrute. Est-ce que c'est les secteurs cherchés par les jeunes ? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un croisement ? Eh bien, malheureusement, pas souvent. On a mis quand même un tampon sur une centaine de métiers, sur les 1200 métiers de Job IRL. Donc, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est en gros tout l'informatique, en gros tous les métiers de l'informatique, de la cybersécurité, du digital recrute. Ce sont les métiers de la santé, ce sont les métiers des services à la personne, du commerce, de la logistique, du BTP,
de la défense. Enfin, il y en a des secteurs qui recrutent et il y en a beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, même pour ceux qui n'ont pas de diplôme au départ, il y a plein d'entreprises qui ont créé des campus de formation. Donc, les entreprises sont prêtes à former les jeunes s'ils sont motivés. Et ça marche quand même. Ça commence à vraiment marcher puisque c'est tout nouveau. Et donc, il y a plein d'opportunités pour les jeunes. D'ailleurs, sur Job IRL, on est en train de lancer le coin des métiers sans diplôme pour dire aux jeunes, tu n'as pas de diplôme. Je dirais pas t'inquiète pas, mais rassure-toi, il y a des gens qui sont prêts à te former, qui sont prêts à t'embaucher si tu es motivé et que tu montres ta motivation. On les appelle les NEET, c'est ceux qui sont Alors voilà, donc il y a exactement les NEET, il y en a 1 million. Il y a 1 million de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Alors justement, en contre-champ, on comprend que les secteurs sur lesquels vous avez mis l'étoile, ça cartonne pas toujours, parfois ça cartonne. Mais quels sont les secteurs où les jeunes vous disent moi je veux aller là, et en fait vous leur dites à travers Job IRL, attention, c'est bouché, c'est fermé. Les places sont chères. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un rêve dans les yeux de ces jeunes-là ? Je dirais malheureusement, il y a trop de jeunes qui veulent aller dans la communication, dans les ressources humaines. Ils parlent de commerce international, alors que souvent le commerce suffirait à leur permettre de trouver un job. La grande distribution recrute à tour de bras, plus que le commerce international. Et donc, c'est vrai que aussi, on a quand même beaucoup menti aux jeunes. Il y a un nombre de formations qui parlent de management, qui emploient des mots qui font rêver les jeunes. Et en même temps, derrière, il n'y a rien. Parce que quand vous avez 20-22 ans, que vous n'êtes pas encore en capacité de travailler vous-même, vous n'êtes pas prêt de manager quelqu'un. Donc, le jeune de 22 ans qui arrive en disant « mais moi, j'ai fait un BTS en management, génial ». Mais enfin, déjà qu'il apprenne un peu à travailler. Puis après, il pourra manager des gens. Donc, si j'entends bien, et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, le management, c'est aussi un métier d'expérience où on bâtit son expérience dans l'entreprise. C'est vrai qu'un BTS en management, on se dit, tiens, il y a des cas pratiques. Exactement. Puis on est manager dans tous les métiers. Enfin, dans tout métier, on peut devenir manager. Vous êtes infirmière, à un moment, vous êtes cadre de santé. Enfin, manager, c'est pas un métier en soi, c'est un statut de quelqu'un qui gère les autres parce qu'il a une expérience, il en est capable. On comprend que ça cartonne, que ces jeunes viennent chez vous parce que c'est aussi un outil ludique, Job IRL. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça sur certains secteurs que vous avez cités, des jeunes qui se disent, attendez, je ne suis pas dupe, c'est des métiers hyper durs, c'est des métiers sous tension, c'est des métiers où je porte des charges lourdes, je pense au BTP, c'est des métiers où je vais me coucher très tard. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une désaffection pour ces métiers-là ? Ah si, alors ça c'est certain. Il y a comme je dis souvent, un métier glamour et bien payé, il n'est pas en tension. Faut quand même pas, non mais il ne faut pas rêver. Il y a un moment, il y a un discours de vérité. En même temps, quand vous avez 20 ans, que vous êtes en forme, mettre un premier pas dans l'emploi, c'est rarement le job dont on rêve. On a tous commencé par des jobs le premier job ne nous a pas toujours fait rêver. On a tous passé par là. Et en même temps, c'est un moyen de se mettre un pied à l'étrier. Et de travailler, d'avoir un salaire et de commencer à construire sa vie, parce que c'est de ça dont il est question. Merci de nous avoir éclairés sur ces enjeux très importants, parce que le million d'emplois, un jour ou l'autre, il va falloir quand même commencer à résorber cette espèce de poche d'emplois pénuriques. Merci Christelle Mélégénin, présidente de l'association Job IRL. Allez jeter un œil sur ce site, vous qui êtes parents, peut-être aussi qui nous regardez, tiens, allez avec votre fils ou votre fille, accompagnez-le. Et devenez pro pour parler de votre métier aux autres jeunes. 50 000 jeunes accompagnés et 100 000 membres, parce qu'il y a des membres, on peut visiter, mais on peut être aussi évidemment membre de Job IRL. Merci d'être venu nous rendre visite. À bientôt, parce que vous venez régulièrement dans notre émission. À très très bientôt. C'est la fin de notre émission. Je voulais vous remercier évidemment de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Et puis je serai là demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Je remercie notre réalisatrice Elisa Bernardo. Je remercie au son Alexandre, dit Alex. Et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagne dans Smart Job tous les jours. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.